Nous recevons sur le plateau de Savoie News Christian Dulin, secrétaire général de la FFR, mais aussi vice-président du Rugby Europe et vice-président en charge de l'éthique et du dopage au Comité national olympique et sport français. Christian, bonjour. Bonjour. Merci de nous consacrer un petit peu de temps. Alors, on parlait un instant d'éthique avec le Comité national olympique sport français. L'éthique est un peu mise à mal au niveau de la FFR, on dirait. Vous vouliez vous exprimer là-dessus. Qu'en est-il à date après ce que nous savons sur Bernard Laporte ? Alors, effectivement, vous avez raison et sur l'éthique qui est un point important, puisque aujourd'hui, il y a un grand débat dans le monde sportif et sur les commissions d'éthique, sur la relation éthique et loi et juridique. Pour vous dire quand même que lorsque nous sommes arrivés avec Bernard Laporte à la gouvernance de la FFR en 2016, la commission d'éthique n'existait plus et que c'est nous qui l'avons relancée. Et aujourd'hui, on a une commission d'éthique non seulement qui fonctionne très très bien sous la présidence de Bernard Fouché, mais on a même créé des commissions d'éthique dans toutes les ligues. Alors oui, si on doit parler d'éthique, je veux bien qu'on parle d'éthique. Alors justement, aujourd'hui, on sait qu'un président intermédiaire a été proposé, il a été rejeté. Ça s'est fait à peu de voix près, puisque c'est 51 contre 49. On pensait que l'opposition avait beaucoup plus de poids que cela. Finalement, c'est plutôt rassurant pour vous ? Alors, rassurant, c'est pas le mot, mais il faut déjà remettre dans le contexte. Tout d'abord, ce n'était pas un vote pour une élection, pour une gouvernance. Ça ne se passe pas comme ça habituellement d'ailleurs. Non, mais tout à fait. C'est la ministre qui vous a un peu incité voilà. ce genre de consultation, si vous me permettez l'expression. Exactement. Nos statuts et règlements prévoient donc la désignation d'un président délégué, donc chose qu'on a mis en place tout de suite. La ministre nous a demandé une consultation des clubs. On a saisi notre commission d'éthique qui a effectivement validé ce process avec toutes les conclusions à en tirer, quel que soit le résultat. Alors, comme vous le dites, 51-49, je rappelle, 180 voix d'écart. Effectivement, je pense que certains auraient aimé une victoire plus large. Par contre, parce que notre gène dans la gouvernance qu'on a mis en place, c'est les clubs. Et je pense qu'on a toujours consulté les clubs. À titre d'information, quand même, le vote des clubs en direct, c'est nous. On l'a imposé, ce n'était pas du tout le cas avant. Donc, il faut qu'on s'en serve. Et dans l'analyse, je pense qu'on peut faire de ces 51-49, aujourd'hui, ce que les clubs nous disent par ce vote, c'est on arrête les affaires. En fait, on veut continuer la dynamique que vous avez mis en place depuis quelques années avec Bernard Laporte, mais ces histoires d'affaires ont un peu assombri la situation. Ça veut dire que vous amenez beaucoup de choses, il faut le reconnaître, pour l'ensemble des clubs qui n'avaient pas lieu d'être avant votre arrivée au pouvoir de la FFR. Exactement. Alors, la conclusion dans cette analyse, c'est quoi ? Elle est tirée par Bernard Laporte lui-même quand il prend la décision vendredi matin de dire « j'ai entendu les clubs et je décide de démissionner ». Après, remettre en cause la gouvernance, ça me paraît en dehors des statuts, en dehors des règlements et un peu putschiste, je dirais. Parce que nous avons dans nos textes des choses qui précisent que pour dissoudre le comité directeur, et c'est possible, il faut que 30% des clubs en fassent la demande au secrétaire général, fassent la demande de la convocation d'une assemblée générale extraordinaire, et après, il faut 2/3 des clubs présents pour valider cette décision. Donc, juridiquement, l'opposition a tout pour faire démettre le comité directeur. C'est un peu surprenant qu'ils choisissent de tous démissionner. Oui, il faut y revenir aussi. Entre nous soit dit, et c'est une des raisons pour laquelle on a refusé de démissionner. C'est ce que j'ai dit à la ministre vendredi matin quand elle
elle nous a fait l'honneur de venir assister à notre comité directeur. Parce qu'elle nous a félicités de tout ce qu'on avait fait depuis 6 ans, en disant que la fédération avait un bilan très, très positif. Et j'y reviendrai rapidement. Mais quand on dit ça à des gens, on ne peut pas leur dire la phrase suivante « et il faut que vous partiez ». Donc, on ne part pas parce qu'on a un bilan positif, parce qu'on est fier de ce qu'on a fait, qu'on a l'ambition d'aller au bout de nos projets, et c'est pour ça qu'on a décidé de continuer. Quand René Bouscatel ou encore Didier Lacroix démissionnent, ça marque quand même les esprits, on ne peut pas dire le contraire. Alors, oui, tout marque les esprits, mais René Bouscatel et Didier Lacroix ne sont pas impliqués de façon directe dans la vie de la fédération. Donc c'est regrettable qu'ils s'en aillent. J'allais dire, ça a un autre avantage pour nous, c'est, on voit bien dans l'opposition qui existe aujourd'hui entre notre gouvernance et notre opposition, de quel côté les clubs professionnels sont. Parce que s'ils étaient de notre côté, je ne vois pas pourquoi ils auraient démissionné. Donc c'est plutôt quelque chose qui nous Ça permet d'y voir plus clair dans l'échiquier. Ça permet d'effectivement éclaircir beaucoup de domaines. Alors, pour Patrick Buisson, ça n'a pas fonctionné, on est d'accord. Là, vous vous retrouvez mercredi pour élire le président intermédiaire. On annonce beaucoup de noms, Alexandre Martinez et quelques autres. Est-ce que là, il y a déjà des pistes qui sont plus fermes que d'autres ou ça reste encore un jeu de poker? Ah non, non, alors rassurez-vous, ça n'a rien d'un jeu de poker. C'est bien évidemment quelque chose à laquelle on réfléchit depuis maintenant quelques jours. Et je vous garantis que la décision du bureau fédéral de mercredi désignera le meilleur candidat ou candidate, puisqu'il y a des femmes qui peuvent postuler, qu'on souhaite porter au moins jusqu'au mois de juin 2023, parce que je rappelle là aussi... Le deuxième mandat qui se termine en juin 2023, ça sera à Lille. Alors, ce n'est pas le deuxième mandat qui se termine, c'est que si on élit un président par intérim là, le comité directeur, donc qui se réunira vendredi, la durée de vie de ce président par intérim doit être obligatoirement décidée par l'ensemble des clubs à l'Assemblée générale qui suit. Et ça sera effectivement à Lille le 1er juillet 2023, si ma mémoire est bonne, pour terminer le mandat jusqu'en 2024. Et en 2024, l'équipe à la gouvernance aujourd'hui aura terminé son travail. Alors revenons sur ce pré-bilan du deuxième bilan avec Bernard Laporte. Des vrais plus pour les clubs, ça vous y tenez et vous le défendez. Et quelques moins, s'il y en a, ça serait lesquels? Non, alors des plus, oui, des plus, il y en a beaucoup. Hein. Bon, la mise en place de la démocratie à la fédération de rugby par le vote direct des clubs, la limitation du mandat, hein, puisque aujourd'hui, la Fédération française de rugby, par son président, n'aura que 2 mandats possibles, alors que la loi qui est passée en mars 2022 donne la possibilité d'en faire 3. Donc ça, c'est une première chose. On est vraiment à la pointe de tout ce qui est lutte contre les violences dans le sport. Et là aussi, notre ministre de tutelle le répète très, très souvent. Ça n'a échappé à personne qu'on est une des fédérations qui a résisté le mieux à la crise du Covid parce qu'on a perdu pratiquement aucun licencié pendant la crise. C'est très fort. Ouais, et qu'on est une des fédérations qui continue à en gagner. Début janvier, on était à plus 8% par rapport à l'année dernière. On présente un bilan cette année à plus 7 millions d'euros, qui est le meilleur bilan depuis 2007. Et puis, on a redistribué au club 80 millions d'euros sur la période des 6 ans. Hein. Je rappelle, et à la limite, alors je ne dirais pas que c'est pas sans mérite, mais ça démontre notre volonté, ces 80 millions qui étaient prévus pour bâtir un grand stade qu'on a annulé dès qu'on est arrivé. Je rajouterai juste un dernier point, c'est les 35 millions d'euros qu'on a reversés au club pour qu'ils puissent tous traverser la crise du Covid sans souci. Donc oui, on est très très fiers de ce bilan. Alors j'ai envie de vous dire pourquoi l'opposition vous en veut tant que ça, en dehors de l'histoire de Bernard Laporte. Quels sont les moins? C'est ce que je voulais vous faire soulever tout à l'heure, mais est-ce qu'il y en a vraiment et en quoi on pourrait vous faire des reproches aujourd'hui? Alors des moins, il y en a sûrement. Hein. Non, mais il y en a.
Il y en a sûrement. Comme je l'ai dit, top aux affaires. Stop aux affaires. Pas tout confondre. Il faut pas tout confondre. On l'a bien compris. On en a tiré les conclusions et notre président qui a eu le courage à faire. Après, pourquoi notre opposition nous en veut ? Je pense tout simplement parce que le leader de l'opposition n'arrive pas à être président de la Fédération française de rugby et que je crois que c'est son seul programme. Très bien. On va peut-être parler un peu sport maintenant ? Oui. Hein, on a la chance d'avoir cette Coupe du Monde et puis elle va s'implanter un peu partout en France, et ça son originalité aussi. Et sur notre terrain rhône-alpin, on va avoir quand même 4 belles équipes. Alors la Namibie à Aix-les-Bains, ça nous fait vraiment plaisir en Savoie. L'Italie à Bourgoin, la Nouvelle-Zélande à Lyon. On sent qu'il y a vraiment un engouement pour cette activité. On l'a vu dans les clubs depuis quelques mois maintenant, et on le sent au niveau du public. Les réservations sont plutôt bonnes pour les places. Bonnes même. Ouais, elles vont se vendre au marché noir. Non, je pense pas. Non, je pense pas. Trop bonnes, pourquoi ? Non, pas parce que malheureusement. Non, malheureusement parce qu'on a beaucoup de licenciés qui n'ont pas pu trouver de place. C'est comme vous êtes sur une demande mondiale, réglementée par des textes, il faut passer par Internet, il faut créer des fan zones alors. On sera, je pense, obligé de le faire, même si ça posera d'autres soucis dans la réunion des gens par rapport à la sécurité, ou je l'espère, sans qu'il y ait un problème sanitaire qui nous revienne. Donc 2 stades qui sont, comment dirais-je, valorisés sur notre territoire, le stade Geoffroy Guichard à Saint-Étienne, et puis il y a aussi bien sûr à Lyon le Stadium. Qu'est-ce que ça apporte à la FFR et qu'est-ce que ça apporte à notre région, cette activité qui est très attendue, cet événement ? Alors, je pense que pour répondre à la question qu'est-ce que ça apporte à la FFR, j'allais dire d'abord qu'est-ce que ça va apporter au rugby. Hein, le premier gagnant de cette Coupe du Monde, ça doit être le rugby. Le rugby, à travers des valeurs qui développent, à travers des populations qui vont venir, à travers d'échanges. Après, à la région, économiquement, on sait très très bien ce que ça rapporte. Le tourisme. Au niveau du tourisme, que ce soit l'hébergement, la restauration. Du monde de ski alpin. À Courchevel bientôt. Donc ça, on sait. Après, à la fédération, on espère, et les derniers chiffres et les dernières estimations du GIP sont aux alentours de 60 millions de bénéfices. Et il est écrit dans le marbre depuis le début que si les déficits auraient pu être pris en charge par l'État, les bénéfices seront pris en charge par le rugby et la fédération, et dans les échanges notamment avec les collectivités locales et territoriales, tout ce qui pourrait sortir de l'héritage sera à visée rugby, que ce soit infrastructure ou autre. Donc voilà ce que la fédération et le rugby ont y gagné. Après, je pense que tous les clubs, savoyards ou autres, vont certainement trouver bénéfice dans les très très nombreuses actions qui ont été mises en place, que ce soit dans le scolaire ou ailleurs, par les clubs, les départements et les ligues, autour de cet événement. Et vous l'avez dit, la Namibie à Aix-les-Bains, l'Italie à Bourgoin, les Blacks à Lyon, ça va amener un échange autour, alors que ce soit bien évidemment sportif, mais culturel également, et on compte aussi beaucoup là-dessus. Pour finir cet entretien, je vous ai demandé tout à l'heure, en préparant l'émission, s'il n'y avait pas la porte avant et après. Vous m'avez dit non, parce que c'est un travail de groupe et d'équipe. Oui, et exactement. Je crois qu'aujourd'hui, malgré tout ce qui s'est passé, les clubs reconnaissent à Bernard Laporte tout ce qu'il a apporté à la fédération. Et bon, il y a tout ce qu'on a pu mettre en évidence, mais aujourd'hui, il suffit de prendre une comparaison. Quand on est arrivé, l'équipe de France, 10 défaites de suite. Depuis qu'on a repris les manettes et qu'on a restructuré certaines choses, et notamment quelquefois avec des décisions difficiles à prendre, l'équipe de France à ce jour, 13 victoires de suite, est en capacité de gagner la Coupe du Monde de rugby. C'est ce que disait Bernard. Bernard dit « Cette année, la Coupe du Monde, je ne sais pas si on va la gagner.
mais on est sur la grille de départ pour la gagner. C'est le personnage qui a porté quand même l'équipe de France. Oui, il a porté, d'ailleurs, quand on voit les interviews, que ce soit de Fabien, de Raphaël, voire même de joueurs, c'est quelqu'un qui est rugby, qui a ça. Son palmarès en tant que joueur et entraîneur parle pour lui. Donc oui, puis les choix qu'on a faits, le fait de supprimer le pôle France à Marcoussis, où on avait des jeunes qui s'entraînaient qu'entre eux, et de les remettre dans les clubs pro grâce à la Ligue, c'est quand même important. On voit que leur niveau a monté. Il n'y a jamais eu autant de jeunes, notamment des U20, qui jouent dans les équipes de top 14, qui ont du temps de jeu en top 14. Et ce n'est pas un hasard si on est devenu 2 fois de suite champion du monde U20 et qu'aujourd'hui on fait un grand chelem, qu'on est à 13 victoires de suite et qu'on ambitionne de gagner la Coupe du Monde. Donc l'apport Bernard Laporte et sa gouvernance, c'est ça. Et ce n'est pas parce que Bernard arrête que cette volonté politique d'être tournée vers les clubs et d'être tournée vers le haut niveau va s'arrêter. Ça sera peut-être plus porté par les mêmes hommes. En tous les cas, j'espère que la philosophie restera. Allez, un dernier message, parce que vous êtes chambérien d'origine, ne l'oublions pas, vous avez même vécu à Albertville avec vos grands-parents. Merci. Oui. Ça, c'était il y a quelques années, on va dire. Oui, ça fait longtemps. Et mes autres grands-parents étaient de Montmélian, donc c'est vraiment complet. Ouais, je sais que vous suivez encore l'actualité de notre département. Chambéry se porte pas mal, 9e position. Bon, face à Dax, ça a été un peu compliqué lors du dernier match, mais ça, c'était prévisible. Votre avis, votre considération de ce tissu savoyard, terre de rugby? Oui, non, mais alors ça confirme Savoie, terre de rugby, même s'il n'y a pas beaucoup de clubs, mais ce n'est pas l'importance du nombre de clubs qui prime. Je crois que ce qui fait pour moi l'attractivité de la Savoie, c'est qu'il y a des clubs un peu différents. Aujourd'hui, c'est très très bien que Chambéry se positionne comme étant un club pérenne en national. Ils vont en plus bénéficier là, très très rapidement d'un nouvel outil de travail qui est leur nouveau stade. C'est fabuleux, Hein, Ils ont une vraie légitimité. Voilà, ils ont une légitimité. Je pense que ça va asseoir leur base économique, ce nouveau stade. En tous les cas, je l'espère. Il y a un grand engouement auprès de leurs partenaires qui sont plus nombreux. Montmélian fait une saison remarquable en Fédéral 2. Incroyable. Gagner à chaque fois, c'est incroyable. C'est vrai. Incroyable, oui, mais pas usurpé. Et quand on connaît tout ce qui a été depuis 50 ou voire plus, 50 années focalisé par le club. Ils ont toujours été réguliers. Oui, mais ils ont surtout toujours investi sur l'éducatif. C'est vrai. Pour moi, la réussite de Montmélian, c'est ça. C'est une vraie pépinière. Ouais, c'est une pépinière. Et encore aujourd'hui, dans leur équipe, je ne pense pas qu'il y ait des noms que beaucoup de gens connaissent, mais il y a des gamins qui viennent de Montmélian. Et quand il s'agit de mouiller le maillot, ce n'est pas pareil. Quand on est du club, ici de l'école de rugby, c'est pas pareil. Après, il y a Aix qui fait une saison tout à fait correcte en Fédéral 3. Et puis, il y a d'autres clubs qui existent parce qu'il en faut aussi pour tout le monde. Je suis toujours licencié à l'Aravois. Oui, moi, je suis toujours licencié à l'Aravois. Et donc, c'est des clubs qu'il faut qu'ils existent. Je crois qu'il y a la Haute-Tarentaise qui a monté un club. Là aussi, c'est important, même s'ils sont dans des conditions difficiles. Donc oui, la Savoie, si on a demandé à grand public, est-ce que c'est une terre de rugby, il y en a beaucoup qui vont peut-être pas dire oui. Mais quand on voit la réalité, c'est plutôt bien. Et l'équilibre aujourd'hui, il est un peu intéressant. Et il faut qu'il y ait une différence dans les niveaux, parce que quand tous les clubs jouent au même niveau, c'est très compliqué. Or là, maintenant, la différence, elle est très très claire. Et il faut souhaiter longue vie à tous ces clubs savoyards. Merci Christian Dulin pour cette intervention. Ça permettait d'y voir un petit peu plus clair et en tout cas d'avoir votre opinion sur le sujet. Bonne continuation et à très bientôt sur Savoie News. Merci.